Ma mère a saisi le micro au mariage de ma sœur et a déclaré devant 200 invités, prions tous pour ma fille, Vassilissa. 40 ans, et toujours. Aucun homme n'a voulu d'elle. 200 personnes ont ri. Pas toutes. Certaines se sont couvert la bouche. D'autres ont fixé leur assiette. Une femme, à la table 6. J'ai appris plus tard qu'elle était la cousine du marié. Ah! Chuchoté, oh mon Dieu, dans le vide. Mais assez de gens ont ri. Assez pour remplir la salle de bal. Assez pour que le son rebondisse sur les lustres en cristal et s'installe quelque part entre mes côtes. J'étais assise à la table 9, près des portes de la cuisine. Si vous avez déjà été à un mariage et remarqué la table la plus proche de l'endroit où les serveurs entrent et sortent avec des assiettes sales, c'était la table 9. C'est là que ma mère m'avait placé. Entre un grand-oncle du marié qui dormait déjà et une amie d'université de je ne sais qui consultait sans cesse son téléphone sous la table, comme si elle chronométrait son évasion. Le grand hôtel Métropole. Centre de Moscou. Lustre en cristal. Composition d'orchidées blanches qui coûtait probablement plus cher par table que mon premier loyer après l'université. Ma sœur Paulina, la mariée. La belle. Celle dont le mariage était censé être le centre d'intérêt, avait la main sur la bouche à la table d'honneur. Pas de l'horreur, exactement. Plutôt de l'embarras. Le genre de sentiment que l'on éprouve quand quelqu'un d'autre fait quelque chose d'affreux et que l'on est lié à lui par le sang, mais pas assez pour l'arrêter. Son nouveau mari, Roman, a posé sa main sur son épaule. C'était un homme décent. Il a eu la décence de ne pas rire. Ma mère se tenait au milieu de la salle dans une robe couleur champagne, assez proche du blanc pour être un affront. Elle tenait ce micro comme si elle avait répété ce moment pendant 40 ans. Et peut être que c'était le cas. Voici ce que 200 personnes ne savaient pas sur la femme de la table 9. Ils ne savaient pas que je dirigeais une division de 200 milliards de roubles. Chez Gromov et Associés, l'un des plus grands cabinets de conseil du pays. Ils ne savaient pas que je supervisais 4000 employés dans 12 pays. Ils ne savaient pas que 46 heures avant le mariage de ma sœur, le conseil d'administration avait voté à l'unanimité pour faire de moi directrice des opérations, COO, la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Ils ne savaient rien de tout cela parce que je ne leur avais jamais dit. Je n'en avais parlé à personne dans cette pièce. Ni à ma mère. Ni à ma sœur. Ni à la tante assise à côté de moi qui serrait ma main sous la table si fort que je sentais ses bagues s'enfoncer dans ma peau. Ma mère a fait une pause pour l'effet comique. Elle a vraiment marqué un temps d'arrêt. Comme s'il s'agissait d'un sketch sur lequel elle travaillait depuis longtemps. Parfois, je me demande où j'ai fait une erreur avec cette fille, a-t-elle poursuivi. Le micro a grésillé sur le mot « erreur ». Mais Dieu sait qu'à ce stade, elle a besoin d'une intervention divine. Encore des rires. Plus. Détendu maintenant. Les gens avaient décidé qu'il était permis de rire, parce que ma mère riait, que la mariée esquissait un sourire, et que personne à la table 9 n'avait éclaté en sanglots, donc tout allait bien. C'est ainsi que ces choses fonctionnent. Si la cible ne saigne pas, c'est que ça ne doit pas faire mal. Un serveur s'est immobilisé derrière ma chaise avec un plateau de flûte de champagne. Il avait tout entendu. Il m'a regardé comme on regarde une voiture, en panne sur l'autoroute, une brève pitié, puis on continue son chemin. Il a passé son chemin. J'ai regardé mon eau minérale. Les bulles montaient toujours, minuscules, patientes, n'allant nulle part sinon vers le haut. J'ai regardé ma tante Lyudmila assise à côté de moi. Elle avait 68 ans, et des larmes coulaient sur son visage. Pas de façon dramatique, juste des fuites, comme si quelque chose de trop plein s'était enfin fissuré. Lyudmila avait passé 30 ans à être l'autre femme que ma mère aimait humilier. D'abord, c'était sa cuisine, puis son poids, puis son mari, puis tout le reste. Elle était mon aperçu. La bande-annonce de mon futur. La femme que je deviendrais si je restais à la table 9 pendant encore 30 ans en appelant cela « préserver ». La paix familiale. Lyudmila a serré ma main. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de le faire. Sa prise disait « Ne deviens pas moi ». J'ai posé mon verre. Je me suis levé. 200 têtes se sont tournées. Le silence qui a suivi n'était pas le genre dramatique qu'on voit au cinéma. C'était pire. C'était le silence de la curiosité. Celui qui survient quand un accident de voiture se prépare et que les gens ralentissent pour regarder. La robe bleu marine que je portais coûtait 8000 roubles dans un outlet. Aucun bijou, sauf la vieille montre, Polio, de mon père à mon poignet gauche. Celle qu'il portait à chacune de mes olympiades scolaires. À chaque pièce de théâtre que ma mère ratait. Chaque mardi soir où il conduisait 40 minutes depuis Odinsovo pour m'emmener dîner. Parce qu'il savait que j'avais besoin d'au moins une personne dans cette famille qui se présente sans condition. Papa est mort il y a 6 ans. Une crise cardiaque. Rapide. Il n'a pas souffert. C'est ce que disent les gens quand ils ne savent pas quoi dire. J'ai gardé la montre.
Je l'ai gardée parce que quand je la regarde, j'entends sa voix, tu n'es pas une enfant difficile, Vassilissa. Tu es juste celle qui pose les bonnes questions. J'ai lissé ma robe. J'ai regardé ma mère à l'autre bout de la salle. Elle souriait toujours. Le micro était toujours dans sa main. 200 visages étaient toujours tournés vers moi, attendant la chute. Je la leur ai donnée. En fait, maman. Ma voix a résonné comme elle résonne dans les salles de conseil. Assurée. Sans hâte. Ce calme qui pousse les gens à se pencher en avant, parce qu'ils savent que ce qui va suivre a été soigneusement choisi. Il est déjà là. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Et ma mère, la femme, qui venait de dire à 200 personnes qu'aucun homme ne voudrait jamais d'eux, moi, a lâché le micro. Il a frappé le sol avec un bruit sourd que les haut-parleurs ont amplifié en quelque chose qui ressemblait à un battement de cœur. Un seul battement, fort, final. Mais j'anticipe. Parce que si je vous raconte la fin sans le début, vous penserez que c'était de la vengeance. Ce n'était pas le cas. La vengeance exige de la planification et de l'amertume. Je n'avais ni l'un ni l'autre. J'avais 40 ans de silence. Un bureau d'angle au 47 étage d'un immeuble que mère n'a jamais visité. Et un téléphone qui a vibré dans ma pochette au moment précis. Laissez-moi vous ramener en arrière. Parce que vous devez comprendre. Comment une femme qui dirige des opérations de 200 milliards de roubles pour une entreprise du top national s'est retrouvée assise à la table 9 au mariage de sa propre sœur, vêtue d'une robe bon marché, faisant semblant d'être personne. Vous devez comprendre comment je suis devenu si doué pour disparaître que j'ai presque failli ne plus me trouver moi-même. J'ai grandi à Odintsovo. À 40 minutes à l'ouest de Moscou, si le trafic le permet. Ce qui, dans la région moscovite, arrive rarement. Une maison de 2 étages sur la rue Lesnaya. Bardage blanc. Volet bleu. Une pelouse que mon père tondait chaque samedi matin en écoutant le hockey sur un vieux transistor, qu'il refusait de remplacer. De l'extérieur, la maison des Mitrofanov ressemblait à toutes les autres maisons de la rue. Et c'était peu, être là le but. Ma mère croyait profondément au fait de ressembler à toutes les autres maisons. Tamara Ivanovna Mitrofanova. Institutrice à l'école Nogra 4 pendant 22 ans. Si vous avez grandi à Odintsovo dans les années 80 ou 90, il y a de fortes chances que ma mère vous ait appris à nouer vos lacets et à partager vos crayons. Les parents l'adoraient. Le comité des parents l'adorait. Elle apportait des biscuits faits maison à chaque vente de charité, se souvenait de l'anniversaire de chaque enfant et avait un jour organisé une collecte de fonds, qui avait rapporté 1 million de roubles pour la nouvelle bibliothèque de l'école. La chouchoute de tout le monde, Tamara Ivanovna. À la maison, elle était un autre genre de professeur. Le programme était plus simple. Il y avait 2 élèves et la courbe de notation était fixe. Paulina était le A+. J'étais là. Incomplet. Ce n'était pas dramatique. C'est ce que les gens ne comprennent pas dans ce genre de choses. Il n'y avait pas de cris, pas de porte verrouillée, pas de bleu que l'on pouvait montrer du doigt. C'était plus silencieux, chirurgical. Le genre de coupure qui ne saigne pas à l'extérieur. On passe donc des années à se demander si la blessure est réelle. Les dessins de Paulina allaient sur le réfrigérateur. Les miens dans un tiroir. Les spectacles de danse de Paulina, les 2 parents au premier rang, ma mère, filmant avec une caméra achetée spécialement pour elle. Mes Olympiades, scientifique papa au dernier rang, seul, me montrant un pouce levé qui signifiait tout et rien à la fois. Quand il y avait des invités, ma mère nous présentait toujours de la même façon. Voici Paulina, ma petite dernière, disait-elle en posant sa main sur les cheveux de Paulina comme si elle présentait un trophée. Et voici Vassilissa. Aucun qualificatif. Aucun adjectif. Juste, mon prénom, suspendu là comme une phrase jamais terminée. Mon père le remarquait. Bien sûr qu'il le remarquait. Pavel Mitrofanov était un homme tranquille, un agent d'assurance qui passait ses journées à calculer les risques et ses soirées à essayer de les réduire à la maison. Il n'a jamais affronté ma mère directement. Ce n'était pas sa façon d'opérer. Au lieu de cela, il compensait. Discrètement. Constamment. De manière que ma mère ne remarquait pas ou choisissait d'ignorer. Il m'emmenait à chaque Olympiade. Il laissait des post-it dans ma boîte à déjeuner. Pas des smileys ou des cœurs comme d'autres parents. Des faits. Il écrivait des choses comme « Savais-tu que les poulpes ont 3 cœurs ?» ou « Le cerveau humain consomme 20% de l'énergie du corps. Le tien en consomme probablement plus. » J'ai gardé chacun d'eux. Ils sont dans une boîte à chaussures dans mon placard à Moscou. J'ai 40 ans et je ne peux toujours pas les jeter. Mais il y a eu un après-midi qui a tout changé. J'avais 14 ans. Octobre. Les feuilles à Odintsovo avaient pris cette couleur orange brûlé qui est magnifique en photo, mais qui signifie simplement que tout meurt. Je suis rentré de l'école plus tôt. L'entraînement de l'équipe de génie avait été annulé, l'entraîneur avait la grippe.
Je portais mon carnet de notes dans mon sac. Des 20e partout. Encore. J'avais cette idée que si je montrais mes notes à maman et qu'elle les voyait en premier, avant que Paulina ne rentre, peut-être qu'elle dirait quelque chose. Pas un défilé en mon honneur. Juste quelque chose. Je suis entré par la porte arrière. J'ai déposé mon sac dans la cuisine. J'ai entendu des voix sur la véranda. Ma mère et une voisine, tante Valia. Du thé. Les bonnes tasses du service, ce qui signifiait que ma mère jouait la comédie, car elle ne sortait le bon service que lorsqu'elle voulait impressionner. Même si c'était juste tante Valia avec ses poils de chat sur son pull et ses avis sur tout. Je me suis arrêté dans le couloir. Je ne voulais pas écouter. Je tendais juste la main vers la poignée quand j'ai entendu mon prénom. Paulina est ma beauté, disait ma mère. Sa voix avait ce ton chaleureux et confidentiel qu'elle utilisait quand elle partageait quelque chose qu'elle prétendait ne pas vouloir dire, mais qu'elle mourait d'envie de raconter. Les garçons feront la queue pour elle, crois-moi sur parole. Tante Valia a murmuré quelque chose que je n'ai pas saisi. Vassilissa, ma mère a ri. Court. Le genre de rire qui a un fond mais pas de plafond. Eh bien, au moins elle est intelligente. Mais l'intelligence n'aide pas à trouver un mari, n'est-ce pas? L'intelligence ne tient pas un homme au chaud la nuit. Les deux ont ri. Les cuillères à thé ont cliqué. Je me tenais dans le couloir, serrant la lanière de mon sac. Le carnet était à l'intérieur. Des notes parfaites. Le papier aurait tout aussi bien pu être vierge. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair. Là, dessus. Quelque chose de pire est arrivé. Quelque chose s'est refermé. Comme une porte qui se claque dans une maison dont on ne connaissait pas les pièces. Je suis monté à l'étage. J'ai sorti mon carnet. Je l'ai épinglé sur le tableau, au-dessus de mon bureau, celui que je suis la seule à regarder. Et je n'ai plus jamais montré une seule note à ma mère. C'est le jour où j'ai commencé à disparaître. Pas physiquement. J'étais toujours là au dîner. Toujours là aux fêtes. Toujours là sur les photos de famille où ma mère plaçait Paulina au centre et moi légèrement sur le côté. Comme un accessoire, livré avec le décor. Mais quelque chose d'essentiel s'était retiré derrière un mur. J'ai arrêté de ramener mes victoires à la maison. J'ai arrêté de ramener quoi que ce soit qui puisse être pesé et jugé insuffisant. Ma mère n'a jamais remarqué le changement. Pourquoi le ferait-elle? On ne remarque pas l'absence de ce à quoi on n'a jamais prêté attention. Mon père l'a remarqué. Il n'a rien dit pendant 3 ans. Puis un soir, en revenant d'un de nos dîners du mardi, il a dit « Tu sais que tu n'as pas besoin de gagner ta place dans cette famille, n'est-ce pas? Tu l'as déjà. » J'ai répondu « Je sais, papa. » Mais je ne savais pas. J'avais dit à 7 ans et je croyais déjà jusqu'à la moelle que l'amour était une évaluation de performance et que je n'aurais jamais la moyenne. Il y a encore une chose de cette époque dont je dois vous parler. Noël. La même année. Toute la famille chez nous. Canard aux pommes. Salade Olivier. Ma mère dirigeait la cuisine comme un chef d'orchestre, et tous les autres chantaient. Faux. Je m'étais réfugié dans la chambre d'amis à l'étage. Je lisais. Je lisais. Toujours. Ma tante Lyudmila m'y a trouvé. Elle a frappé 2 fois. Elle frappait toujours 2 fois. Doucement, comme si elle demandait la permission d'exister, et s'est assise sur le bord du lit. Lyudmila était la sœur aînée de mon père. Elle a 68 ans aujourd'hui, mais cette année-là, elle en avait 54. Et elle ressemblait à une femme qui s'était excusée toute sa vie. Elle avait la même posture que celle que je développais. Les épaules légèrement voûtées. Occupant moins d'espace qu'elle n'en avait le droit. Ta mère te mène encore la vie dure, a-t-elle demandé. Pas plus que d'habitude. Lyudmila a souri. Triste. Le genre de sourire qui connaît la réponse avant la question. Tu sais ce que je regrette le plus, ma petite? Elle tripotait un fil sur le couvre-lit, sans me regarder. Ce n'est pas que les gens ne m'aient pas vu. C'est que je les ai aidés à ne pas me remarquer. Je suis devenu si doué pour disparaître qu'un jour, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas pu me trouver non plus. J'avais 14 ans. Je n'avais pas compris. Je comprendrai plus tard. 26 ans plus tard, debout dans les toilettes de l'hôtel Métropole dans le centre de Moscou, je comprendrai cette phrase si complètement qu'elle me briserait comme une coquille d'œuf. Mais c'est pour plus tard. D'abord, je dois vous parler de l'empire que j'ai construit pendant que personne ne regardait. Avez-vous déjà caché quelque chose dont vous étiez fier? Juste parce que le montrer semblait trop dangereux? Oui. Moi aussi. Pendant 26 ans. Je suis parti à l'université d'État de Moscou, MGU, en août après-midi à 8 ans. J'ai emballé 2 valises et un carton de livres dans la vieille Volga de mon père pendant que ma mère se tenait sur le perron et disait « N'oublie pas d'appeler les dimanches ». Elle le disait comme tout le reste comme une tâche,
qu'elle cochait sur une liste, plutôt qu'un sentiment qu'elle ne pouvait contenir. Mon père m'a conduite les 40 minutes jusqu'au dortoir D. Mon Lénine dans un silence presque total. Pas un silence gênant. Celui qui s'installe entre deux personnes qui se comprennent assez bien pour savoir que les mots ne feraient que gâcher les choses. Quand il s'est arrêté devant l'entrée, il a coupé le moteur et est resté là un instant. Puis il a fouillé dans la poche de sa veste et m'a tendu un post-it. Il y était écrit « Une personne moyenne utilise 10% de son potentiel. Tu n'es pas moyenne. Va le prouver, mais seulement à toi-même. » J'ai collé ce post-it dans mon agenda. Je l'ai regardé chaque jour pendant 4 ans. À la remise des diplômes, l'encre s'était presque effacée. Mais je pouvais toujours le lire les yeux fermés. Ma mère n'est pas venue à ma remise des diplômes. Paulina avait un spectacle de danse ce jour-là. Elle avait 22 ans et faisait encore du ballet de loisirs. Le genre de cours où tout le monde reçoit un trophée et où les parents applaudissent comme s'ils étaient au Bolcoï. Ma mère a choisi le spectacle. Mon père est venu seul. Il portait sa bonne cravate, la bleu marine avec de petits pois blancs, et il a pris une photo de moi tenant mon diplôme. Mention très bien. Management des opérations. J'ai toujours cette photo dans un cadre sur mon bureau, au travail. Juste à côté d'une photo de lui à ma première Olympiade. Même cravate. Même fierté silencieuse sur son visage. 2 photos. 22 ans d'écart. Le même homme. La même expression. C'est à cela que ressemble l'inconditionnel. Ça ne s'annonce pas. Ça continue juste de se présenter avec la même cravate marine. Après la MGU, j'aurais pu aller n'importe où. 3 cabinets m'ont proposé des postes avant même que j'ai fini mon mémoire. J'ai choisi Gromov et Associés, parce que leur siège était à Moscou, parce qu'ils étaient les plus grands. Et parce que, si je suis honnête, j'avais quelque chose à prouver. Pas à ma mère. J'avais abandonné cette idée. À la petite fille qui se tenait dans le couloir à 14 ans avec un carnet de notes qui n'avait soudainement plus de valeur. Je voulais lui montrer que ça comptait. Même si personne d'autre ne le verrait, jamais. Les 5 premières années ont été brutales. Le conseil en management dévore les gens tout crus. Surtout les femmes. Surtout les femmes sans relation ni argent. Je travaillais 6 heures par jour. J'ai appris à lire un compte de résultats comme mon père lisait les rapports d'assurance en cherchant le chiffre qui n'est pas à sa place. La ligne qui raconte une histoire, différente du reste de la page. J'étais doué pour ça. Pas doué pour une femme. Doué. Pas doué pour son âge. Doué. Point. À 30 ans, j'étais directrice senior. À 33, directrice. J'ai restructuré la division Asie du Sud-Est pendant une crise de la chaîne d'approvisionnement où 3 autres cabinets s'étaient retirés. Nous sommes restés. Nous ne sommes pas seulement restés, nous avons augmenté notre part de marché de 14% en 10 à 8 mois. Le PDG de l'époque m'a envoyé un mot manuscrit. Vous venez de nous sauver 300 millions de dollars. Je vous dois un dîner. Je n'ai jamais eu ce dîner. J'ai eu quelque chose de mieux. J'ai été remarqué par l'homme qui a remplacé ce PDG 2 ans plus tard. Dmitri Petrovitch Kvorostovski est devenu PDG de Gromov et Associés quand j'avais 32 ans. Il en avait 44 jeunes pour un dirigeant de ce niveau, divorcé, 2 fils dans une école privée à l'étranger, et c'était le genre de leader qui connaissait le nom des agents d'entretien de chaque étage. Je ne l'ai rencontré formellement que lors d'une présentation au conseil d'administration 6 mois après son arrivée. Je présentais le rapport trimestriel des opérations. 36 diapositives. 22 minutes. Quand j'ai fini, la salle de conseil est restée silencieuse pendant environ 4 secondes, ce qui, dans une pièce pleine de gens dont l'heure vaut une fortune, est une éternité. Dmitri a demandé « Qui est-elle » Le directeur financier a répondu « Vassilissa Mitrofanova. Elle dirige les opérations en Asie. » Dmitri a dit « Pourquoi ne dirige-t-elle pas tout le reste ?» En un an, je suis devenu vice-présidente des opérations. 12 pays. 4 000 employés. Un portefeuille de 200 milliards de roubles. Un bureau d'angle aux 47 étages avec une vue sur la rivière Moskova dont je ne me lassais jamais, même les jours de grisaille, surtout les jours de grisaille, parce que les jours gris à Moscou ont une qualité de lumière qui donne l'impression que tout est en train de réfléchir. Dmitri est devenu mon mentor. Pas au sens corporatif du terme, où quelqu'un vous emmène déjeuner 2 fois par an et vous donne des conseils vagues. Au sens réel. Il m'a donné les projets difficiles. Il me disait quand j'avais tort. Il me défendait dans des bureaux où je n'étais pas encore invité. Et une fois, après que j'ai travaillé 40 heures d'affilée, pour sauver une relation client que tout le monde avait abandonnée, il s'est assis en face de moi dans son bureau et a dit quelque chose que personne dans ma famille n'avait jamais dit. Vassilissa, vous êtes la meilleure opérationnelle avec qui j'ai jamais travaillé. Pourquoi semble-t-il que personne dans votre Finelsache? Je lui ai donné la réponse que j'avais répétée, je sépare le travail de la famille. Il s'est adossé à son fauteuil.
Dmitri avait cette façon de se taire, qui vous donnait l'impression de lui avoir tendu un puzzle qu'il allait résoudre, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas de la séparation, a-t-il dit. C'est de la dissimulation. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'allais dire? Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais avoir raison et être prêt à faire quelque chose sont deux choses différentes. Et je vivais dans le mauvais mode depuis très longtemps. Voici ce que ma famille savait de ma carrière. Vassilissa travaille dans une société de conseil au centre-ville. Une sorte de manager. Elle gagne probablement bien sa vie, parce qu'elle a un appartement correct, mais rien d'extravagant. Elle conduit une Toyota Camry, même pas neuve. Elle ne parle pas beaucoup de son travail. Elle ne parle pas beaucoup de quoi que ce soit, en fait. Voici ce qu'il ne savait pas. La Toyota était un choix, pas une limite. Mon salaire était de 30 millions de roubles par an, plus les bonus. J'aurais pu conduire une Porsche. J'ai choisi de ne pas le faire, de la même façon que j'ai choisi un appartement à Kamovniki plutôt qu'un penthouse à Moscow City. De la même façon que je choisissais des restaurants tranquilles, plutôt que des galas mondains. Pas parce que j'avais honte de l'argent, mais parce que chaque fois que j'avais partagé un succès avec ma mère, elle avait trouvé un moyen de le minimiser. Quand j'ai été promue directrice, j'ai fait l'erreur d'en parler lors d'un dîner de famille. La réponse de ma mère: tout ce succès et tu dînes toujours seul. Ça ne te dérange pas? Quand j'ai acheté mon premier appartement, j'ai envoyé une photo à Paulina. Paulina l'a montrée à maman. Réponse de maman: appartement pour une seule personne. C'est juste un mot chic pour dire la solitude, n'est-ce pas? Quand j'ai remporté le prix Femme Leader en Opération, une distinction de l'industrie accompagnée d'une stèle en cristal, et d'un article dans un magazine national, je l'ai mentionné à Noël. Ma mère n'a même pas acquiescé. Elle a passé 3 heures à parler des fiançailles de Paulina, avec Roman, des détails de la bague, des options de lieu, de la liste des invités. Ma récompense est restée dans mon sac comme une pierre que j'avais portée pour rien. J'ai donc arrêté de ramener mes succès à la maison. J'ai arrêté de mentionner les promotions, les augmentations, les prix. La version familiale de Vassilissa est devenue un croquis simplifié. La célibataire, la discrète, celle qui travaille trop et n'a pas de vie. Et la vraie Vassilissa, celle qui dirigeait 12 pays et 4000 personnes, et restait éveillée jusqu'à 2 heures du matin pour résoudre des problèmes affectant les rapports trimestriels lus par des actionnaires dans 14 fuseaux horaires. Cette Vassilissa n'existait qu'entre les murs d'un immeuble de verre au centre-ville. 2 personnes, séparées par 45 minutes d'autoroute. La même femme, le même nom, des vies complètement différentes. Dmitri m'a demandé une fois pourquoi je n'amenais jamais personne de ma famille aux événements de l'entreprise. Les autres dirigeants amenaient leurs conjoints, leurs parents, leurs frères et sœurs. Je venais toujours seul. Ma famille n'est pas vraiment du genre événementiel d'entreprise, ai-je dit. Dmitri m'a regardé avec cette patience tranquille qui faisait de lui un bon PDG et une personne très inconfortable à qui mentir. Vassilissa, a-t-il dit, je vous ai vu négocier un contrat de 400 millions sans scier. Vous n'avez pas peur des événements d'entreprise. Vous avez peur de ce qui se passera quand ces deux mondes se toucheront. J'ai changé de sujet. Il m'a laissé faire. C'était le truc avec Dmitri, il plantait la graine et s'en allait. Il ne l'arrosait jamais pour vous. Il vous faisait confiance pour le faire vous-même. Il avait raison, bien sûr. J'étais terrifié par ce qui arriverait si les deux versions de moi entraient en collision. Pas parce que j'avais honte de l'une ou l'autre, mais parce que j'avais passé 20 ans à construire un mur entre elles. Et je ne savais pas qui je serais si le mur tombait. J'allais bientôt le découvrir. Paulina s'est fiancée un samedi d'avril. Roman a fait sa demande au parc Zariadier, sur le pont flottant, un genou à terre, exactement le genre de demande que ma sœur adorerait, publique, photogénique et instantanément partageable. Elle l'a posté sur les réseaux sociaux avant même d'appeler qui que ce soit. 300 likes en 20 minutes. Ma mère l'a appris par une notification sur son téléphone. Au moment où le dîner de famille a eu lieu 2 jours plus tard dans la maison de ma mère à Odintsovo naturellement, parce que les choses importantes arrivaient soit dans la maison de Tamara Mitrofanova, soit ne se produisaient pas du tout. Tamara avait déjà appelé 3 lieux de réception, 2 fleuristes et un photographe qu'elle avait vu au mariage de la fille d'une voisine. J'attends cela depuis le jour de ta naissance, a-t-elle dit à Paulina, à table, en lui serrant les mains comme si elle recevait elle-même un prix. Ses yeux étaient humides. Le spectacle avait commencé. Roman était assis à côté de Paulina, l'air légèrement dépassé. C'est l'air qu'ont les hommes quand ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement fait leur demande à une femme, mais à toute une famille. Ses parents, les Preobrazhensky, payaient la majeure partie du mariage des gens de la classe moyenne supérieure de Barvika. Son père dirigeait une société immobilière. Sa mère, Alexandra Pavlovna,
était à la retraite, ancienne directrice d'école. Des gens bien polis. Ce genre de politesse qui vient d'un réel respect pour les humains. Pas celui qui vient du désir qu'ils le croient. Rien de tout cela n'a empêché ma mère de prendre le contrôle. En une semaine, le mariage était devenu l'événement de Tamara Mitrofanova. Elle a choisi le lieu, le Métropole, au centre-ville, parce qu'elle voulait quelque chose qui impressionne. Elle a choisi le thème couleur. Elle a choisi le pliage des serviettes. Les parents de Roman signaient les chèques et ma mère les dépensait comme si elle avait gagné chaque centime. J'ai proposé d'aider pour le budget dès le début. J'aurais pu payer tout. Mariage sans même remarquer le retrait sur mon compte, mais je n'allais pas l'annoncer. Alors j'ai pris Paulina à part après un dîner et je lui ai fait un chèque d'1,5 million de roubles. Pour tout ce dont tu as besoin, ai-je dit. Fleurs, musique, peu importe. Paulina a regardé le chèque, puis m'a regardé. Quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la gratitude. Un mélange des deux qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Ne le dis pas à maman, a-t-elle dit. Elle va en faire un drame. Je sais. Paulina a glissé le chèque dans son sac. Elle n'a pas dit merci. Pas à ce moment-là. Je me suis dit que c'était parce qu'elle était submergée par les préparatifs. C'était plus facile que d'admettre l'alternative. 3 mois avant le mariage, ma mère a envoyé le plan de table à Paulina pour approbation. Paulina me l'a transféré dans une discussion de groupe avec les demoiselles d'honneur avec les mots, les pensées de maman pour le placement. J'ai fait défiler jusqu'à mon nom. Table 9. Si vous regardiez le plan de la salle du Métropole, la table 9 était dans le coin gauche au fond, à environ 2 mètres des portes battantes de la cuisine de service. Les tables autour étaient remplies de grandes tantes de Roman, de quelques partenaires de golf de son père, et d'une poignée de gens invités par obligation plutôt que par affection. C'était la table où l'on met les gens que l'on doit techniquement inclure mais que l'on ne veut pas particulièrement montrer. J'ai appelé Paulina. Table 9, ai-je dit, sans colère, juste pour clarifier. Maman a dit que les tables d'honneur sont pour les couples. Comme tu n'es pas accompagné. Sa voix s'est éteinte. Je l'entendais choisir ces mots comme si elle marchait sur du verre brisé. Ce n'est pas personnel, Vassilissa. Tout ce que ma mère me faisait était personnel. C'était tout le but. Mais je n'allais pas me disputer pour un plan de table. J'avais géré les placements de délégations internationales de 40 personnes aux égos surdimensionnés et au budget nucléaire. Je pouvais gérer la table 9. C'est bon, ai-je dit. Tu sais, tu pourrais amener quelqu'un. Un ami, un collègue, n'importe qui. J'aurais pu amener Dmitri. J'aurais pu amener n'importe laquelle de la douzaine de personnes qui seraient venues sans poser de questions. Mais le mensonge avait sa propre logique. Et la logique disait, ne lui donne rien qu'elle puisse utiliser. Ne lui montre rien qu'elle puisse transformer en arme. Assieds-toi. La table 9 et sois invisible. Parce que l'invisible est sûr. Ça ira, ai-je dit. Et j'ai raccroché. Tante Lyudmila m'a envoyé un SMS ce soir-là, je suis aussi à la table 9. Au moins on saura l'une l'autre. Suivi d'un smiley, qui ressemblait plus à un drapeau blanc qu'à un emoji. Le dîner de répétition a eu lieu le vendredi avant le mariage, dans un steakhouse de l'Octobre Rouge que le père de Roman avait réservé. 30 personnes. Famille proche. Amis. Ma mère portait un chemisier en soie acheté, spécialement pour l'occasion et un rang de perles dont elle disait à tout le monde qu'elles étaient un cadeau de mon père, ce qui était vrai, un cadeau pour leur 20 anniversaire pour lequel il avait économisé pendant 3 mois. Elle les portait maintenant comme un costume de théâtre. Un accessoire pour le personnage qu'elle jouait. La veuve dévouée, la mère désintéressée, la matriarche d'une famille parfaite. Pendant les présentations, elle a pris les parents de Romain sous le bras, un de chaque côté, comme s'ils étaient ses escortes, et les a fait circuler dans la salle. Voici ma petite dernière, Paulina. Vous la connaissez déjà, bien sûr. Et voici son futur mari, Roman, un jeune homme merveilleux. Elle rayonnait. Elle était le soleil. Et tous les autres étaient censés être en orbite. Puis elle est arrivée à moi. Et voici mon autre fille, Vassilissa. La carriériste. Elle disait, carriériste, de la même façon qu'on dirait une passionnée de jardinage ou de timbre. Quelque chose qu'une personne fait au lieu de faire quelque chose de réel. Toujours seule. 40 ans le mois prochain. Peut être qu'un de vos neveux est disponible? Elle a ri. Les parents de Roman ont esquissé un sourire. La pièce a fait ce bruit que font les pièces quand quelque chose de gênant arrive mais que personne ne veut le nommer. J'ai souri. Je n'ai rien dit. C'était l'arrangement. Mais après le dîner, pendant que ma mère était aux toilettes pour rafraîchir son rouge à lèvres et sa version de la réalité, Alexandra Pavlovna Preobrajenskaya m'a trouvé près du vestiaire. C'était une petite femme aux cheveux gris courts,
avec ce genre de regard qui suggère qu'elle a passé 30 ans à observer les enfants et à apprendre à voir ce qu'ils ne disent pas. Vassilissa, a-t-elle dit doucement, comme si elle attendait un moment sans public. Pour ce que ça vaut, il n'y a rien de mal à construire quelque chose pour soi-même avant de le construire avec quelqu'un d'autre. Certaines d'entre nous aimeraient la voir, fait ainsi. Je l'ai regardée. Cette femme que j'avais rencontrée 3 fois. Cette étrangère qui venait de me dire plus en 2 phrases que ma mère en 40 ans. Merci, ai-je dit. Et ma voix a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle a tremblé. À peine. Une micro-fissure, que j'ai colmatée avant que quelqu'un d'autre ne puisse l'entendre. Alexandra a tapoté mon bras et s'est éloignée. C'était tout. Pas de discours. Pas de drame. Juste une femme disant à une autre. Je te vois. Tu n'es pas ce qu'elle dit. Qu'est tu es. Je suis retourné dormir chez ma mère ce soir-là, car je restais dans mon ancienne chambre pour le week-end du mariage. Paulina était à l'hôtel avec ses demoiselles d'honneur. Ma mère dormait déjà, ou faisait semblant. Elle avait bu 3 verres de chardonnay au dîner, et avait tendance à confondre l'inconscience avec un coucher précoce. Je me suis allongé sur le lit jumeau étroit où j'avais dormi jusqu'à mes 18 ans. La chambre sentait toujours les vieux livres et les sachets de lavande que ma mère mettait dans tous les placards. Au plafond, il y avait toujours les étoiles phosphorescentes que papa avait collées quand j'avais 8 ans. La plupart ne brillaient plus depuis des années. 3 retenaient encore une faible lumière verte, assez pâle pour qu'on les rate si on ne regardait pas attentivement. Je regardais. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Je l'ai pris. Dmitri Kforostovski, 2247. Le conseil a voté cet après-midi. À l'unanimité. Vous êtes notre nouvelle directrice des opérations. Effectif lundi. J'ai besoin de votre signature sur les papiers de nomination avant que le communiqué de presse ne soit diffusé. Je suis en retraite en banlieue ce week-end. Où êtes-vous? Demain? Je passerai vous voir. J'ai relu le texte 3 fois. COO, directrice des opérations. Le poste pour lequel j'avais passé 8 ans à travailler sans jamais le dire à voix haute. Parce que dire les choses à voix haute dans ma famille signifiait donner un couteau à quelqu'un et lui montrer où couper. J'ai levé les yeux vers les 3 étoiles restantes au plafond. Verte, verte, mourante. Toujours là. J'ai tapé la réponse. Je serai au Métropole au centre-ville. Le mariage de ma sœur. Dmitri Petrovitch, je vous trouverai. Attendez-moi vers 19h30. Félicitations, Vassilissa. Vous avez mérité cela. Il y a longtemps. J'ai posé le téléphone. J'ai fixé le plafond. Dans 12 heures, je serai assise à la table neuve dans une robe à 8000 roubles. Et l'homme qui dirige l'un des plus grands cabinets de conseil du pays conduirait 1h30 pour me remettre un titre que la plupart des cadres passent toute leur carrière à poursuivre. Et ma mère, la femme dormant derrière le mur, la femme qui avait passé 40 ans à me dire que je n'étais pas assez, n'en aurait aucune idée. À quel moment préserver la paix devient-il une trahison envers soi-même? Je ne connaissais pas encore la réponse. Mais j'allais la prendre devant 200 personnes. Je me suis préparé seul. Pas par accident. Par organisation. Ma mère avait réservé la suite nuptiale au Métropole pour Paulina et ses 4 demoiselles d'honneur, dont je ne faisais pas partie. On ne m'avait pas demandé d'être témoin. Mon numéro de chambre était au 9e étage. Standard. Assez bien. Je l'avais réservé moi-même. Payé moi-même. Et je la quitterai demain matin sans que personne dans ma famille ne connaisse le numéro de la chambre ou ne m'ait s'enquiert du check-out. J'ai pris ma douche. J'ai séché mes cheveux. J'ai mis la robe bleu marine, celle de l'outelet qui m'allait comme si elle avait été faite pour moi. C'est le genre de chance qu'on a quand on a passé sa vie à ne pas attirer l'attention. Apprends ce qui marche discrètement. J'ai attaché la montre Polio de mon père à mon poignet gauche. Le bracelet en cuir craquelait sur les bords. J'aurais dû le remplacer il y a des années. Je ne le ferai jamais. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Pas un long regard. Juste le regard. Fonctionnel. Vérifier s'il y a du rouge à lèvres sur mes dents. Un pli dans le tissu. Le genre de regard qui fait l'inventaire sans poser de questions. Mon téléphone était sur le comptoir en marbre. Un message de Dmitri. Envoyé à Sige 14. En route. Je devrais être là à 19h30. Ne signez rien avant mon arrivée. Je veux vous remettre le stylo moi-même. J'ai souri à cela. Dmitri avait un sens du cérémonial qu'il déguisait en pragmatisme. Il ne conduisait pas 1h30 parce que sa signature ne pouvait pas attendre. Il conduisait parce qu'il pensait que certains moments méritaient d'être vécus en personne. Je respectais cela. Je le respectais lui. Dans une autre vie, dans une famille qui célèbre les siens, j'aurais parlé de Dmitri à ma mère, il y a des années pas, comme un intérêt amoureux, mais comme la preuve que quelqu'un dans ce monde m'avait regardé et avait vu quelque chose qui valait la peine d'investir. Mais,
Ce n'était pas cette famille. Et aujourd'hui n'était pas mon jour. Aujourd'hui était le jour de Paulina. J'allais m'asseoir à la table 9, manger le poisson, applaudir au toast, et signer mes papiers de COO dans le lobby commune. Transaction commerciale. Propre, discret, invisible. C'était le plan. La cérémonie a eu lieu sur la terrasse de l'hôtel. Octobre à Moscou, c'est une loterie, soit une lumière d'automne dorée, soit une pluie glacée de travers. Il n'y a pas de juste milieu. Nous avons eu la lumière. Elle passait à travers les arbres avec cet angle bas de l'après-midi qui fait que tout ressemble à un souvenir, même pendant que ça se passe. J'étais assise au 3e rang, pas au premier, celui-là était réservé à ma mère, qui s'était installée au centre du côté de l'allée comme si elle s'apprêtait à recevoir la communion. Elle portait la robe champagne. Elle tenait un mouchoir dont elle n'avait pas besoin, qu'elle tenait visiblement, au cas où quelqu'un oublierait qu'elle était la mère de la mariée. Paulina était magnifique. Je veux le dire clairement, parce que ce qui s'est passé plus tard ne change rien à cela. Ma sœur a remonté l'allée dans une robe, qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et elle ressemblait à quelqu'un entrant dans la vie qui lui avait toujours été promise. Son visage était ouvert et assuré d'une manière que le mien n'avait jamais été. Pas parce qu'elle était plus courageuse. Parce qu'elle n'avait jamais eu de raison de le fermer. Roman se tenait à l'hôtel et a pleuré quand il l'a vue. De vraies larmes, pas pour le spectacle. Je voyais la différence. J'avais grandi en étudiant cette différence. Les vœux étaient simples. L'officier d'état civil a été bref. Quand Paulina a dit « oui », j'ai ressenti quelque chose de sincère, dans ma poitrine, du bonheur pour ma sœur, mêlé à quelque chose de plus lourd, que je ne voulais pas nommer, pas de la jalousie. Je n'étais pas jalouse du mariage de Paulina, ni de son mari, ni de sa vie. J'étais jalouse de sa certitude, la croyance absolue, indiscutable, qu'elle méritait de se tenir là, dans la lumière, sous les regards. Je ne m'étais jamais tenu dans la lumière, exprès. Pas une seule fois, même pas dans les salles de conseil. Je m'étais tenu dans la compétence, dans les résultats. Mais la lumière, celle qui n'a rien à voir avec la performance et tout à voir avec le simple fait d'être vu. De cela, je m'étais toujours éloigné. Tante Lyudmila était assise à côté de moi. Elle m'a serré la main pendant les vœux. Ses doigts étaient froids et fins, et sa prise était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Nous étions assises l'une à côté de l'autre aux événements familiaux depuis 30 ans. Deux femmes à la marge, regardant les personnages principaux vivre leur vie depuis les meilleures places. Après la cérémonie, les invités se sont déplacés à l'intérieur pour le cocktail. La salle de bal était en train d'être dressée pour la réception. Je me suis excusé. J'ai dit à Lyudmila que j'avais besoin de m'éclipser un instant. Je n'avais pas besoin de m'éclipser. J'avais besoin d'être seul pendant 3 minutes dans une pièce où personne ne me regardait. C'était tout. Juste 3 minutes sans arranger mon visage pour qu'il soit approprié. 3 minutes sans jouer le rôle de la fille qui ne s'en soucie pas, de la sœur qui n'est pas blessée, de la femme qui a choisi d'être seule et qui s'en porte bien. Vraiment. Honnêtement. Tout à fait, bien. Les toilettes près du lobby étaient de marbre et de laiton, avec un éclairage doux qui faisait paraître tout le monde un peu mieux qu'il ne le méritait. J'ai verrouillé la porte. J'ai posé mes 2 mains sur le comptoir. J'ai regardé le miroir. Pas le regard rapide de ce matin. Pas le regard d'inventaire. Le vrai, la femme qui me regardait en retour avait 40 ans. Elle avait les yeux de son père, les pommettes de sa mère et une mâchoire qu'elle avait appris à serrer, d'une façon très spécifique légèrement en avant, légèrement relevée qui signifiait « ça va. Ça va bien depuis toute ma vie. » Ne me demandez pas si ça va parce que la question elle-même est une insulte à quel point ça va bien. Elle était aussi la plus jeune vice-présidente de l'histoire d'une grande entreprise. Elle gérait 200 milliards de roubles dans 12 pays. Elle avait 4000 personnes sous ses ordres. Et il y a 46 heures, elle avait été choisie à l'unanimité pour être directrice des opérations. Et elle était assise à la table 9, près de la cuisine, entre un grand-oncle endormi et une inconnue consultant son téléphone. J'ai agrippé le marbre. Quelque chose se passait. Pas de la colère, j'avais géré la colère toute ma carrière. Pas de la tristesse. La tristesse était assez familière pour faire partie des meubles. Autre chose. Quelque chose qui ressemblait au moment juste avant de sauter d'un rebord sur lequel on s'est tenu. Si longtemps qu'on a oublié que c'était un rebord. La voix de tante Lyudmila. Il y a 26 ans. Dans une chambre d'amis qui sentait la lavande. Je suis devenu si doué pour disparaître qu'un jour, je me suis regardé dans le miroir. Et je n'ai pas pu me trouver non plus. J'ai regardé le miroir. Je me suis trouvé. Elle était juste là. Elle avait été là tout le temps. Cachée derrière, une robe marine, une discrétion absolue, une câmerie et 20 ans de silence.
Stratégique. Caché parce qu'une femme sur une véranda avait dit un jour. L'intelligence ne tient pas un homme au chaud la nuit. Et une gamine de 14 ans avait décidé que la réponse la plus sûre était d'arrêter d'être vue. Du tout. Mais la femme dans ce miroir, celle avec la montre de son père au poignet et un titre de COO, l'attendant dans une pochette en cuir sur le siège arrière d'une voiture, elle n'avait plus 14 ans et cette véranda était un passé vieux de 30 ans. Et la femme qui avait dit ces mots ne possédait encore de pouvoir que parce que je continuais à le lui remettre année après année, fête après fête, table neuf après table neuf. Ma mère n'allait pas changer. Elle pourrait recevoir un appel du président la félicitant pour le succès de sa fille, elle trouverait un moyen de dire, mais toujours pas de mari. C'était ce qu'elle était. C'était ce qu'elle serait toujours. La question n'était pas de savoir si elle allait changer. La question était de savoir si j'allais continuer à construire ma vie autour de ses limitations. J'ai lâché le comptoir. J'ai redressé mes épaules. Pas de façon dramatique. Pas comme une scène de film où la musique s'élève. Juste un petit ajustement. Le genre de changement qui serait invisible pour n'importe quel observateur. Mais je pouvais le sentir. Quelque chose s'était débloqué. Pas un plan. Pas un projet. De vengeance. Pas un discours que j'allais prononcer. Juste une décision calme, profonde, que j'en avais fini. Fini de me cacher, fini de jouer la comédie, fini de m'asseoir à des tables que je n'avais pas choisies, dans des pièces où j'étais la personne la plus capable et la moins visible. J'ai lavé mes mains. Je les ai séchées avec la serviette en tissu. Je suis sorti des toilettes et je suis retourné vers la salle de bal. Tante Lyudmila attendait à l'entrée, tenant 2 verres d'eau minérale. Elle m'en a tendu un. A regardé mon visage. A incliné la tête. Tu as l'air différente, a-t-elle dit. Je me sens différente. Lyudmila m'a étudié pendant un long moment. Puis elle a souri, un vrai sourire. Pas celui du drapeau blanc et a dit, bien. Nous sommes entrés dans la salle ensemble. Table 9. Près des portes de la cuisine. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas assise là parce que j'avais accepté d'être invisible. J'étais assise là parce que cela n'avait plus d'importance qu'il me place là. Plus maintenant. Les toasts ont commencé. À 7 heures. Le témoin de roman a commencé. Un ami d'université nommé Grigori, qui a raconté comment Roman avait fait brûler des pelménies dans leur dortoir en 2e année. Tout le monde a ri. La demoiselle d'honneur de Paulina a suivi son ami d'université. Pas moi. Avec un discours sur la sororité et le fait de trouver son âme sœur. Elle a pleuré à la fin. La moitié de la salle aussi. C'était un bon discours. J'ai applaudi. Sincèrement. Puis ma mère s'est levée. Elle n'a pas attendu qu'on la présente. Elle n'a pas attendu que le DJ lui donne le micro. Elle s'est avancée vers le devant de la salle comme elle entrait dans chaque pièce. Comme si on l'avait envoyée chercher. Comme si l'événement l'attendait avant de pouvoir vraiment commencer. Puisque mon Pavel ne peut pas être ici ce soir, a-t-elle dit en pressant son mouchoir sur son œil, je parlerai pour nous deux. Mon père n'aurait pas dit ce qu'elle s'apprêtait à dire. Mon père se serait tenu à ce micro, aurait dit à Paulina qu'il était fier d'elle, puis se serait assis sans même me mentionner, parce que c'était sa façon de me protéger en ne faisant pas de moi une cible. Mais mon père était mort. Et ma mère avait le micro. Elle a commencé par Paulina. 5 minutes sur l'enfance de Paulina. La danse, le bal de promo. La fois où Paulina lui avait fait une carte de fête des mères, entièrement en paillettes, et Tamara l'avait toujours dans un tiroir. La salle était chaleureuse. Les gens hochaient la tête. Certains avaient les yeux embués. Ma mère dirigeait la salle comme elle le faisait toujours, tirant sur les ficelles du sentiment jusqu'à ce que tout l'auditoire penche vers elle. Puis, ses yeux m'ont trouvé à l'autre bout de la salle. J'ai vu le changement. Je l'avais vu 1000 fois à des tables de dîner, pendant les fêtes, à chaque événement familial où la lumière ne lui suffisait pas et où elle avait besoin du nombre pour briller plus fort. Sa bouche a changé de forme. Pas un sourire. Et pas une moue. Quelque chose entre les deux. L'expression d'une femme sur le point de dire quelque chose qu'elle gardait en réserve. Et je veux prendre un moment pour mon autre fille, Vassilissa. Elle a fait une pause. Prions tous. Pour elle. 40 ans. Et toujours aucun homme n'a voulu d'elle. La salle a réagi comme les salles réagissent à ces choses par strates. D'abord, le souffle coupé. Quelques inspirations brusques de gens qui ne pouvaient pas croire qu'elle l'ait dit. Puis le rire nerveux. C'est ce que font les gens quand ils ne savent pas comment réagir. Puis le vrai rire. Celui des gens qui avaient décidé que c'était une blague, parce que c'était plus facile que d'admettre que c'était de la cruauté. 200 personnes, riant de moi. Parfois, je me demande où j'ai fait une erreur avec cette fille, a poursuivi ma mère, inclinant la tête comme si elle était sincèrement perplexe. Mais, Dieu sait qu'à ce stade, elle a besoin d'une intervention divine. Le rire a enflé. Ma mère a souri comme un chanteur sourit aux applaudissements.
Voici ce que je pensais pendant que 200 personnes riaient de moi. Je pensais à une salle de conseil au 47e étage d'un immeuble, à 14 km de cette salle de bal, où mardi dernier, j'avais négocié une extension de contrat de 400 millions avec un client qui était prêt à partir. 3 heures. Sans note. Juste moi, une table, et un homme gérant un fonds souverain, qui à la fin m'avait serré la main et dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous ». Je pensais aux 4000 employés qui ouvriraient un email lundi matin et apprendraient que leur nouvelle directrice des opérations était une femme nommée Vassilissa Mitrofanova. Et la plupart ne seraient pas surpris, parce qu'ils m'avaient regardé travailler pendant 8 ans, et ils le savaient déjà. Je pensais à la montre de mon père à mon poignet. 19-12. Dimitri serait là dans 10 à 8 minutes. Et je pensais à la femme, dans le miroir des toilettes, celle qui avait décidé, 45 minutes plus tôt, qu'elle en avait fini avec les disparitions. Ma tante Lyudmila était assise à côté de moi. Sa main était sur la table, paume, vers le haut, comme une offrande. Je ne l'ai pas prise. Pas parce que je ne le voulais pas. Parce que si je prenais sa main, je risquais de m'attendrir, et je ne pouvais pas me le permettre maintenant. Maintenant, j'avais besoin de la version de moi qui conclut des contrats, pas de celle qui porte le deuil. J'ai regardé Tamara. Elle tenait toujours le micro. Elle se nourrissait toujours de la salle, jouant toujours le rôle qu'elle avait tenu toute ma vie. La mère qui s'était tant efforcée. La mère qui s'était tant inquiétée. La mère qui voulait juste le meilleur. Que Dieu bénisse son cœur. Elle n'avait jamais voulu le meilleur pour moi. Elle voulait le meilleur pour l'histoire qu'elle racontait sur elle-même. Et dans cette histoire, j'étais l'exemple à ne pas suivre. Là, preuve que même une mère parfaite ne peut pas sauver tous ses enfants. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. Je l'ai ouvert sous la table. Dimitri, j'arrive à l'hôtel. Où dois-je te retrouver? C'était le moment. Je pouvais lui répondre « lobby ». Et nous signerions les papiers à un bureau près de la conciergerie. Et je retournerai à la table 9 et personne dans cette pièce ne le saurait jamais. C'était le choix de la sécurité. Le choix de l'invisible. Le choix que je faisais depuis 26 ans. J'ai regardé ma tante. Les larmes coulant, toujours sur son visage. Ses épaules voûtées. Petite. Occupant moins d'espace. Qu'elle ne le méritait. 68 ans et toujours en train de tressaillir. Je n'allais pas avoir 68 ans et toujours tressaillir. J'ai tapé un mot, sale. Puis j'ai rangé mon téléphone. J'ai pris mon verre d'eau. Minéral. Les bulles montaient toujours. J'ai bu ce qui restait. J'ai posé le verre. Je me suis levé. La salle s'est tournée. Le sourire de ma mère a vacillé. Ce n'était pas dans son script. L'exemple à ne pas suivre n'était pas censé se lever. L'exemple à ne pas suivre était censé rester assis à la table 9 et encaisser. En fait, maman. Ma voix est sortie exactement comme j'en avais besoin. L'acier des salles de conseil. La voix qui avait convaincu des fonds souverains pour des contrats à 9 chiffres. La voix que 4000 personnes suivaient parce qu'elle ne tremblait jamais. Il est déjà là. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Dmitri Petrovitch Kvorostovski est entré dans cette salle comme il entrait partout, comme s'il était chez lui, mais sans intérêt pour le prouver. Cheveux argentés. Costume anthracite. Ce genre de posture qui vient du fait de diriger des choses depuis si longtemps, qu'on oublie ce que ça fait de demander la permission. 200 têtes se sont tournées. Pas parce qu'il savait qui il était, parce qu'il se dégageait de lui l'aura de quelqu'un qu'il faut connaître. Il a balayé la salle du regard. M'a trouvé. S'est dirigé directement vers la table 9 sans hésiter. Sans regarder personne d'autre. Sans s'arrêter pour jauger la température sociale, d'une salle qui avait ri à mes dépens 30 secondes plus tôt. Ma mère était toujours debout devant. Micro à la main. Son visage passait par toutes les expressions. La confusion d'abord. Parce que ce n'était pas dans le script. Puis, la curiosité. Puis quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Parce qu'un bel homme dans un costume coûteux marchait vers sa fille. Célibataire, et être que Dieu avait exaucé sa prière plus vite que prévu. Dmitri a atteint ma table. Il ne m'a pas embrassé. Il n'a pas posé de baiser sur ma joue. Il a tendu la main. Désolé du retard, Mitrofanova. Sa voix, portée. Pas parce qu'il criait parce que la salle était devenue un tombeau et que le son voyage loin dans le silence. Je viens de ma retraite en banlieue. Je ne pouvais pas laisser cela attendre lundi. Il a ouvert une pochette en cuir qu'il portait sous le bras, l'a posée sur la table, a ôté le capuchon d'un stylo. Le conseil a voté à l'unanimité vendredi dernier. Dès lundi matin, vous êtes officiellement la nouvelle directrice des opérations de Gromov et Associés. Il a posé le stylo sur le document. Félicitations, Vassilissa. Vous avez
Mérité cela il y a longtemps. La salle n'a pas réagi immédiatement. Il y a eu un blanc 3 secondes, être 4 ou 200 personnes ont essayé de recalculer ce qu'elle voyait. La femme de la table 9. Celle dont il venait de rire. Celle que sa propre mère avait qualifiée de pathétique. Puis le père de Roman s'est levé. Victor Preobrajensky. Immobilier commercial. Le genre d'homme qui lit le journal. Financier chaque matin avant le petit déjeuner et peut repérer un haut dirigeant. À 100 mètres. Gromov et associés, a-t-il dit. Pas un murmure. Une déclaration. Êtes-vous Dmitri Kvorostovski? Dmitri s'est tourné. Lui-même. Mon Dieu. Victor m'a regardé. Puis Paulina. Puis à nouveau moi. Votre belle-sœur est la nouvelle CEO de Gromov et associés? Dmitri n'a pas corrigé le terme de belle-sœur. Il a simplement dit, elle est la meilleure opérationnelle de notre entreprise depuis 8 ans. Le seul regret du conseil est de ne pas l'avoir promue plus tôt. Le recalibrage a été instantané. On pouvait le voir traverser la salle comme une vague, les gens se penchant les uns vers les autres. Des téléphones apparaissant sous les tables. Quelqu'un chuchotant, c'est une entreprise géante. La femme de la table 9 n'était pas ce qu'on leur avait dit. La femme de la table 9 était la personne la plus accomplie de cet immeuble, et elle était assise près des portes de la cuisine sans dire un mot. L'oncle Gary a commencé à applaudir, lentement, délibérément, de la façon dont on applaudit quand on a attendu longtemps de voir une chose juste se produire. D'autres ont rejoint son a monté. Pas une standing ovation, quelque chose de plus discret, mais de plus honnête. Une reconnaissance qui avait 30 ans de retard. Tante Lyudmila avait ses 2 mains pressées sur sa bouche. Ses épaules tremblaient. Pas de chagrin. Quelque chose de l'autre côté du chagrin. 30 ans à regarder sa nièce être rabaissée, et quelqu'un avait enfin dit tout. Oh, ce que Lyudmila avait toujours su et n'avait jamais eu le pouvoir de prouver. J'ai regardé ma mère. Tamara était toujours debout au devant de la salle. Le micro était toujours dans sa main, mais il était retombé le long de son corps comme si elle avait oublié qu'elle le tenait. Son visage était passé, par l'espoir et la confusion, et s'était figé dans une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Elle ressemblait à une femme debout dans une maison, tous les meubles auraient été réarrangés pendant qu'elle ne regardait pas. Tout était familier, et rien n'était là où elle l'avait mis. Elle a fait un pas vers moi. Sa bouche s'est ouverte. La récupération commençait. Je pouvais voir se former derrière ses yeux l'histoire qu'elle allait construire. Elle dirait qu'elle l'avait toujours su. Elle dirait qu'elle était si fière. Elle trouverait un moyen de se mettre au centre de mon succès, comme elle s'était mise au centre de tout. Vassilissa, j'ai toujours su que tu étais. Ne fais pas ça, maman. 2 mots. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est tue. Au milieu de sa phrase. Au milieu de son pas. Le micro est tombé de sa main et a frappé le sol avec un bruit sec que les haut-parleurs ont amplifié en un son net. Final. Personne n'a bougé pour le ramasser. Ma mère se tenait là, seule. La robe champagne qui ressemblait à un symbole de pouvoir 2 heures plus tôt, ressemblait maintenant à ce qu'une femme porte quand elle essaie d'être la mariée au mariage de quelqu'un d'autre. Le monde avait basculé autour d'elle, et elle se tenait toujours là où se trouvait le centre auparavant, sauf que le centre s'était déplacé et que personne ne le lui avait dit. Un serveur est passé derrière elle avec un plateau de champagne. Madame? Encore du champagne? Elle ne l'entendait pas. Il a haussé les épaules et a continué son chemin. J'ai pris le stylo de Dmitri. J'ai signé la lettre de nomination. Ma main était ferme. La montre de mon père indiquait 19:34. Dmitri a dit, tu devrais fêter ça. Je l'ai regardé, je crois que je viens de le faire. Il a souri, m'a serré la main une fois de plus, a fermé la pochette, et est parti comme il était venu, sans avoir besoin de s'expliquer devant quiconque. Les portes de la salle de bal se sont refermées derrière lui. La salle a expiré. Le reste du mariage s'est déroulé autour de moi comme la météo. Les gens sont venus à la table 9. Pas pour offrir de la sympathie, pour se présenter. Des cousins que je voyais aux fêtes depuis 20 ans, voulaient soudainement savoir ce que je faisais dans la vie. Les amis de Roman, en école de commerce, se sont matérialisés avec des poignées de main et des cartes. Une femme de la table 3 a demandé si Gromov et associés recrutaient. Pourquoi ne l'as-tu jamais dit à personne? A demandé un cousin éloigné nommé Dima, dont j'étais presque sûr qu'il ne m'avait jamais adressé la parole avant. Ce soir. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. Sans amertume, juste. Avec précision. Le genre de vérité qui n'a pas besoin de volume pour porter. Ma mère s'était retirée à sa place à la table d'honneur. Elle était assise, les mains sur les genoux. Son champagne était intact. Elle fixait une composition florale comme si elle lui devait une explication. Les gens gravitaient autour d'elle sans s'arrêter, comme on gravite autour de quelque chose qui était important autrefois mais qui a été reclassé.
Personne n'était cruel avec elle. Personne n'avait besoin de l'être. L'absence d'attention suffisait. Pour une femme qui avait passé sa vie à organiser les pièces autour d'elle-même, être ignorée était le seul châtiment approprié. Paulina m'a trouvé près de la table des desserts. Son mascara avait tenu bon, qui était le genre de détail auquel ma sœur tenait même au milieu d'un bouleversement familial. Elle se tenait devant moi dans sa robe de mariée à 3 étages. Et elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme qui avait passé toute sa vie sous les projecteurs, essayant de comprendre quoi faire. Maintenant que quelqu'un les avait braqués ailleurs. Tu aurais pu me le dire, Vassilissa. J'ai regardé ma sœur. Ma belle-sœur sans complication, tant aimée, qui n'avait jamais été présentée comme mon autre fille, qui n'avait jamais été placée à une table près de la cuisine, qui avait glissé un chèque d'1,5 million dans son sac sans dire merci. Parce que dans le monde de Paulina, être prise en charge était simplement l'ordre naturel des choses. J'ai essayé, et je dis. Pendant 20 ans. Tu n'écoutais juste pas. Paulina a ouvert la bouche. L'a refermée. Quelque chose a bougé derrière ses yeux, pas la compréhension, pas encore, mais le précurseur de la compréhension. Le moment avant qu'une fissure ne se forme. Elle y arrivera peu, être avec le temps. Elle m'appellera peu, être dans 3 semaines pour me dire. J'ai repensé à ce que tu as dit. Ou peu, être pas. Je ne pouvais pas contrôler cela. J'en avais fini de contrôler les résultats pour les gens qui n'avaient pas mérité cet effort. C'est ta nuit de noces, et je dis. Va danser avec ton mari. C'est un homme bien. Les yeux de Paulina se sont remplis de larmes. Elle a hoché la tête. Elle s'est retournée et a marché vers Roman, qui l'attendait, sur la piste de danse la main tendue, avec un visage plein de cet amour simple, qui, je l'espérais pour elle, serait suffisant. J'ai trouvé tante Lyudmila au vestiaire. Elle tenait son manteau sur son bras, comme on tient les choses quand on n'est pas sûr de partir ou de rester. Ses yeux étaient rouges, mais sa posture était différente. Quelque chose avait changé en elle aussi. Pas aussi radicalement qu'en moi, mais de façon perceptible. Comme une fenêtre peinte pour rester close pendant 30 ans, qui viendrait de s'entr'ouvrir d'un demi-centimètre. Elle a pris mon visage dans ses 2 mains. Ses doigts étaient froids et ses paumes étaient chaudes, et elle me tenait comme si j'étais quelque chose qui risquait de disparaître si elle lâchait. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire, a-t-elle dit. Merci, il n'est pas trop tard pour toi non plus, tante Lyuda. Elle a souri. C'était l'expression la plus complexe que j'ai jamais vue sur un visage humain. Espoir, chagrin et regret, et quelque chose qui aurait pu être le premier souffle d'une vie qu'elle n'avait pas encore commencé à vivre. Peut être, a-t-elle dit. Et la façon dont elle l'a dit ressemblait moins à un doute qu'à une porte que l'on teste. J'ai embrassé sa joue. J'ai récupéré mon manteau. Je suis sorti de la salle de bal du Métropole et je me suis avancé dans la nuit d'octobre. Le parking était froid et silencieux, sentant le béton et les gaz d'échappement, cette vacuité particulière qui survient après avoir été dans une pièce pleine de monde, et, soudainement ne plus l'être. Ma Toyota était au 3e niveau. Je l'ai déverrouillée. Je me suis assis sur le siège conducteur. Je n'ai pas démarré le moteur. La silhouette de Moscou était visible à travers les ouvertures du mur, du parking. Verre, acier et lumière, tout cela indifférent à ce qui venait de se passer dans une salle de bal 6 étages plus bas. La ville se moquait du toast, de ma mère, de mon titre ou des 2 mots que j'avais prononcés et qui mettaient fin à une performance de 30 ans. Elle continuait simplement sa route. J'ai trouvé cela réconfortant. J'ai regardé la montre de mon père. 21h47. J'ai arrêté de disparaître, papa, et je chuchotais. Les mots ont formé de la buée dans l'air froid et se sont évanouis. Comme s'ils avaient attendu d'être dits et que maintenant que c'était fait, ils n'avaient plus besoin d'exister. Mon téléphone était dans le porte-gobelet. Aucun message de maman. Je n'en attendais pas. Je n'en avais pas besoin. Un message de Dmitri, Londi, 80. Ton nouveau bureau est au 48. Suite d'angle. Tu l'as mérité. J'ai démarré la voiture. La radio s'est allumée, au milieu d'une chanson quelque chose que je ne connaissais pas. Du piano et une voix de femme chantant une virée avec les fenêtres baissées. Je n'ai pas changé de station. Je suis sorti du garage pour m'engager sur la rue Tverskaya, et la ville s'est ouverte devant moi, comme les villes s'ouvrent quand on conduit enfin vers quelque chose plutôt que pour s'en éloigner. Ma mère a appelé 2 fois la semaine suivante. Je n'ai pas répondu. Pas par colère. Par souci de paix. Paulina a écrit une fois. Est-ce qu'on peut parler? J'ai dit oui. Nous verrons bien. Tante Lyudmila s'est inscrite à un cours d'histoire de l'art le lundi suivant. 68 ans. Elle m'a envoyé une photo de sa carte d'étudiante. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux étaient grands ouverts, et elle avait l'air terrifiée. Elle avait l'air vivante. Si vous
avez caché qui vous êtes pour que quelqu'un se sente à l'aise, je veux que vous sachiez une chose. La pièce est plus petite que vous ne le pensez. La table à laquelle on vous place ne vous définit pas. Et la porte n'a jamais été verrouillée. Vous avez juste arrêté d'essayer de tourner la poignée.